Alors Yann Etienne, est-ce que Yann Etienne est en ligne? Ah bah Yann, ça va Yann? Il est là, oui, bonjour Charles-Henri. Bon, Yann, On m'entend apparemment bien? tu es pas à ici, si? Tu es pas Ah, vraiment je à suis chez moi. Issy-les-Moulineaux. Comment? Je suis chez moi. Je Oui, c'est suis bien chez ça, moi. oui. Il y a une très belle horloge derrière, oui, c'est superbe. Ah, n'est-ce Hein? pas? Ouais. Ouais, oui. Bon, j'espère qu'elle va pas nous faire les 12 coups de... Voilà. Alors, Yann, ça fait déjà pas mal d'années qu'on se connaît, je dois reconnaître. Et Yann, évidemment, la première question qu'on pose à quelqu'un qui a aujourd'hui des responsabilités aussi importantes dans le groupe Rocher, c'est peux-tu nous dire quelques mots sur... Ah, est-ce que c'est bon? Tu nous entends là ou Oui, pas? oui, je mettais un peu de lumière parce que avec le jour qui est devant moi, parfois c'est très éclairé, parfois c'est peu éclairé, donc au moins j'ai une source constante. D'accord. Alors, Voilà. c'est de nous dire quelques mots sur ton parcours jusqu'au au poste que tu occupes aujourd'hui chez Rocher. Ouais. Bah, écoutez, bonjour à tous déjà. Très heureux d'être parmi vous. Mon parcours est celui d'un DRH classique pendant pas mal d'années. J'ai fait Sciences Po. Je suis breton comme mon nom l'indique. Forcément, je peux pas le cacher. Sciences Po à Paris. J'ai intégré le groupe Schlumberger où j'ai travaillé pendant 11 ans. Euh, 5 ans en France où j'ai appris mon métier de RH dans des postes assez classiques, etc. Et puis 6 ans à l'étranger où j'ai été tour à tour le DRH du Canada, puis du sud de l'Amérique latine basé à Rio, puis d'une division américaine basée à Houston. Voilà. Ensuite, j'ai quitté Schlumberger. Donc Schlumberger, hein, c'est de la technologie et du oil field, du pétrole. Donc je suis rentré en France et j'ai intégré Forestia, donc un grand de l'équipement automobile français, où j'étais en charge du développement RH pour le groupe. Voilà. Après ça, j'ai été chassé pour ce qu'on appelait le groupe Yves Rocher, maintenant groupe Rocher, pour être d'abord DRH du groupe, puis depuis maintenant 6 ans, je suis directeur général adjoint du groupe, en charge des ressources humaines, de la communication et des organisations. Donc ça fait presque 16 ans que je suis dans ce beau groupe familial français, non coté, qui fait 2,8 milliards de chiffre d'affaires et qui compte 16 000 personnes dans le monde. Est-ce que tu as été sélectionné parce que tu t'appelles Yann-Étienne Le Gall ou pas? Et non, même pas, même pas. D'accord. C'est un peu le hasard. Alors peut-être que inconsciemment, ça a peut-être fait une petite différence par rapport aux autres, mais c'était pas l'élément principal. Oui, et Yann, il y a quand même une chose que tu as oubliée dans ton parcours, c'est que tu as été nommé par tes pairs DRH de l'année, sauf erreur, en 2014, c'est ça? Ouais, ouais, exactement, ouais, Bon, exactement. Par un donc, je collège veux de dire, non, mais c'est pairs. quand même une reconnaissance de la profession, quoi. Il faut quand même le dire, hein, parce que donc Ouais, merci. la bonne nouvelle, le général est plus là, mais c'est que on peut faire même carrière dans les RH. Hein, on n'est pas, c'est pas une faute. Bon, très bien. Non, non, Alors, du tout, du tout. une belle carrière. Très beau métier. Alors, dis-nous, là, on vient de parler avec Marie et avec d'autres personnes, évidemment, de cette crise dont on espère pouvoir sortir dans les mois qui viennent. Comment le groupe Rocher a-t-il vécu cette crise? Est-ce qu'il y a eu des phases? Est-ce que tu pourrais nous décrire? Alors, évidemment, on va parler certainement du premier confinement, et on a vu ces histoires de petits bateaux qui étaient dans la presse. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là sur le vécu de ces différentes phases, on va dire? Oui, on a pris la crise de plein fouet. Hein. C'est clair que quand soudainement on ferme vos magasins, on a plus de 4000 points de vente dans le monde, donc avec des fréquences un peu différentes en fonction des pays, mais ils ont été fermés 3 mois à 3 mois et demi sur l'année 2020, et que votre chiffre d'affaires est composé à 50% du retail. Vous pouvez pas vraiment vous en sortir malgré le chômage partiel, etc. Donc c'est clair qu'on a eu une année 2020 très compliquée,
On a première phase, c'est la gestion de crise, très clairement. Donc là, ça a été un boulot considérable pour tout le monde. Bien sûr, les RH en particulier, mais pas uniquement. Donc, cellule de crise, mise en chômage partiel d'une partie des équipes, mise en place du télétravail, comme évidemment beaucoup d'entreprises sur le tertiaire. Mais c'est vrai que on a su, je pense, réagir très vite. Tu parlais de petits bateaux. On a dû occuper nos gens dans nos usines parce que c'est vrai qu'en termes de charge de travail, c'était très clairement dégradé. Donc on a fait des masques chez Petit Bateau, puisque on a la chance d'avoir un outil de travail à trois qui est assez performant. Donc très vite on s'est lancé là-dessus. Donc on a de manière totalement désintéressée, on a envoyé ces masques aux cliniques, aux hôpitaux, à tout un tas de structures plutôt dans la sur la Bretagne, avec nos usines Yves Rocher, on a fait du gel hydroalcoolique, alors qu'on n'en faisait plus dans la marque Yves Rocher. On a réappris à en faire et on l'a donné aussi à titre gratuit à toutes les professions. Alors là, plutôt sur la région Ouest, qui en avait bigrement besoin. Donc tout ça, on parlera derrière du sens et de l'entreprise à mission. Mais tout ça nous a beaucoup occupés. On a eu des phases de décloisonnement où on a pu réouvrir effectivement nos points de vente, donc avec souvent d'ailleurs des reprises assez fortes du business, c'est-à-dire que nos clients ne nous ont pas abandonnés, sont toujours présentes, et puis un phénomène évidemment, non pas de compensation, mais d'accélération très forte sur le digital, avec évidemment le e-commerce qui a doublé, triplé, quadruplé en fonction des différents pays, et aussi ce qu'on appelle la vente directe digitalisée ou le social commerce, qui est un mode de vente directe, donc je dirais à la Tupperware pour ceux qui connaissent mal ce circuit de distribution, mais en mode digital, avec des influenceurs, avec les réseaux sociaux, avec les communautés, qui, sur un certain nombre de nos marques, puisque je l'ai pas dit, mais nous avons 10 marques dans le groupe. Certaines sont très connues en France comme Yves Rocher ou Petit Bateau ou Dr Pierre Ricot ou Stanome. Mais on a aussi d'autres marques qui ne sont pas d'origine française, comme Arbonne, qui est une marque américaine, ou Sabon, qui est une marque d'origine israélienne, ou Flormar, qui est une marque d'origine turque. Voilà. Sur le thème de cette convention Rebondir, moi j'ai envie de t'entendre sur l'ADN du groupe Rocher, si tu veux, et en quoi cet ADN permet à ce groupe aujourd'hui de rebondir, et je crois de façon assez formidable, parce qu'il y a quand même dans vos valeurs quelque chose qui fait que cette entreprise peut rebondir peut-être plus facilement que d'autres, en quelque sorte. Oui. Je crois qu'il y a une résilience tout à fait exceptionnelle. Il y a une histoire de la transformation et du changement très ancrée. Donc il y a des réflexes et des pratiques qui sont très fortes. Il faut savoir que cette entreprise, elle est née donc d'un entrepreneur qui était Monsieur Yves Rocher, qui s'est développé pendant de très nombreuses décennies en vente par correspondance. Donc la vente par correspondance, c'est la Redoute, les Trois Suisses, Quelle en Allemagne, le Reader's Digest, etc. Donc c'était notre circuit de distribution. Donc on a déjà vécu la chute drastique de ce canal de distribution pour voir émerger ensuite le retail. Donc vous imaginez en termes de change, en termes des compétences, en termes d'options de processus, tout ça a été assez fort. Donc on est déjà quelque part des survivants de cette, puisqu'il y en a beaucoup qui sont morts dans ce métier-là, de la fin de la VPC. On est devenu un grand retailer.
On t'a perdu. Attends, je vais essayer de... Ah, on t'a perdu. Attends. C'est... Attends. Je vais le... Ouais. Attends. Ouais. Tu lui envoies? Ouais, il doit s'en rendre compte quand même, parce que là, il nous... On t'a perdu. Non, non, mais là, apparemment, il est déconnecté. Là, c'est... Ouais, je suis tombé sur sa boîte vocale. Donc, par contre, je lui ai envoyé un SMS. J'espère que ça... Reconnecte-toi. Ouais, on t'a perdu, hein? C'est ce que je On voyais. t'entend plus. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Vous m'entendez ou pas? Oui, maintenant, oui. Donc j'ai vu une image figée à un moment, donc je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc Oui. j'ai juste relancé, j'ai rafraîchi le lien Ouais. et ça a l'air d'être revenu. D'accord. Donc je parlais, je sais pas à quel moment j'ai été interrompu. Je parlais de notre tradition et de notre histoire des transformations et des rebonds. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais, oui. Voilà, en parlant de la VPC, de cette mort finalement, même s'il en reste un peu, de cette réinvention à travers le retail et maintenant de cette nouvelle révolution du digital. Donc on a cette histoire de capacité d'adaptation, de capacité de rebond, de résilience qui, je pense, est tout à fait exceptionnelle et nous permet de gérer en fait ces crises avec en plus le côté familial, je pense, un côté bon sens paysan puisqu'on est une marque effectivement ancrée dans un territoire, on est très pragmatique et le côté familial nous permet aussi d'absorber un certain nombre de chocs court terme parce que on a la capacité à voir long terme. C'est triste à dire, mais le fait de ne pas être coté, de ne pas dépendre d'un certain nombre de fonds Ouais. de parties externes fait qu'on a une plus grande liberté par rapport à notre capacité à nous projeter dans le temps, à faire le dos rond sur un certain nombre de choses pour pouvoir peut-être mieux rebondir derrière. Oui, alors Yann, on ne peut pas ne pas parler dans l'ADN de ce que tu as écrit sur le sens, dans le livre sur le sens, qui est sorti hier en plus. C'est un livre formidable. C'est même le thème de sa session. Donc sur le sens, tu as livré un certain nombre d'idées dans ton interview, hein, qui a été, il y a toute une série d'interviews de DRH de grands groupes. Et puis, il y a quelques analyses. Je me suis permis, avec mon ami Lionel Prudhomme là, de l'IGS, de faire le truc de conclusion. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Pourquoi le sens est si important finalement dans cette entreprise qu'est le groupe Rocher? Pourquoi ça permet finalement de mieux rebondir? Qu'est-ce que tu as voulu nous faire passer comme message dans ce bouquin de ton côté? Pour moi, c'est l'essentiel est là. C'est-à-dire que je pense qu'une entreprise, alors bon, on en parlera sans doute après, puisqu'on est entreprise à mission, on a été les premiers à embrasser ce statut par la loi Pacte, mais au-delà de ça, je pense que on parle beaucoup de la raison d'être. Pour nous, le plus important, c'est la raison d'y être. C'est le fait de pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce que je viens faire dans une entreprise finalement, au-delà du salaire à la fin du mois. Je pense que cette préoccupation-là, elle est encore plus forte dans les jeunes générations. On le voit par tout un tas d'enquêtes, que ce soit internes ou externes.
mais la problématique du sens au travail, de qu'est-ce que je fais dans une entreprise, en quoi je contribue, alors chez nous évidemment à une cause qui dépasse effectivement le strict cadre d'une job description, mais qui effectivement vise à chercher finalement un élément du bien commun, quel qu'il soit. Nous, c'est autour de l'environnement, mais ça aurait pu être autre chose dans d'autres cultures d'entreprise. Mais pour nous, la recherche du sens est fondamentale. C'est le driver clé de la motivation et de l'engagement. On peut faire toutes les enquêtes d'engagement qu'on veut, si on n'a pas et qui vont, comme d'habitude, ramener les mêmes éléments sur oui, la rémunération, on pourrait faire mieux, oui, les conditions de travail, on pourrait faire mieux. Si la problématique du sens, véritablement, n'a pas été travaillée, abordée par le COMEX, mais pas uniquement le COMEX, portée bien sûr par le dirigeant, parce que l'exemple est absolument clé. Si c'est pas le leader qui mène ce combat-là, le DRH tout seul, il pourra rien faire. Si on n'a pas travaillé cette question-là, à mon avis, on passe à côté du sujet de l'engagement et de la motivation. Oui, d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est l'attitude de Brice Rocher, que je veux dire, c'est extraordinaire. Je veux dire, j'ai rarement vu un dirigeant d'un groupe de 16 000 personnes être aussi modeste. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Quand on le rencontre, c'est hallucinant, ce côté... je veux dire, il est modeste. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, mais je pense qu'il y a une tradition familiale. Yves Rocher était, vous savez, le breton est un peu granitique et taiseux, mais au-delà de ça, ce qui n'est pas mon cas, mais je suis plutôt volubile. Mais bon, effectivement, Brice est quelqu'un de très modeste. Toute la famille sont des gens, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cet esprit-là dans le groupe. Je pense que sont des gens qui vivent très simplement, qui détestent le côté bling bling, le côté paraître, qui sont beaucoup plus sur l'être que sur le paraître. C'est aussi dans nos gènes et dans notre marque. On n'est pas une marque de luxe. On n'aime pas ça. On fait pas appel à des égéries. On est une marque pour le grand public. Monsieur Rocher lui-même parlait de la démocratisation de la beauté pour toutes les femmes, le meilleur rapport qualité-prix du marché. Tout ça sont des valeurs très structurantes qui appellent à des qualités de modestie et d'humilité. Donc, je pense que les valeurs de cette famille ont rejailli totalement sur la culture du groupe. Et c'est très cohérent finalement. Alors évidemment, quand on parle, la session est sur le sens, mais le sens, c'est lié à ce que vous avez décidé collectivement au sein du groupe Rocher de devenir la première entreprise à mission de taille importante en France. C'était en décembre 2019. Le décret d'ailleurs n'était même pas encore passé, tu te souviens, puisqu'on en avait parlé. Et il est passé en janvier 2020, juste avant la pandémie. Alors cette question de l'entreprise à mission, et d'ailleurs je crois que Brice Rocher a une mission du gouvernement sur cet enjeu de l'entreprise à mission. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien ? Parce que bien sûr, les dirigeants s'engagent, mais les 16 000 collaborateurs sont aussi engagés quelque part dans cette affaire. Et en particulier le DRH. Oui, clairement. Pour nous, alors c'est vrai lorsque cette loi Pacte a été promulguée, on a sauté dessus, si je puis dire, et comme le dit Brice Rocher, on a régularisé notre statut. C'est comme ça qu'il l'a vécu. Puisqu'on est tout de suite allé au plus haut niveau, c'est définition de raison d'être, certes, mais inscription dans les statuts du groupe. On a changé les statuts du groupe, on a mis en place un comité de mission, etc., etc. Donc, on est effectivement au stade, premier stade numéro 1 de l'entreprise. Mission. Là, on te perd un peu. On te perd un peu. Vas-y. Oui. J'espère que la connexion. Mais tu es au fin fond de la Bretagne, là, non? Pas du tout. Je suis chez moi, dans le 78. Donc ma connexion est censée être bonne, même très bonne, parce que j'ai la fibre, etc. Bon. Remarque,
Mais Même en bon, plein là, cœur de j'ai Paris, la relancé, fibre n'est j'ai pas toujours compris. extraordinaire. Bon, Ouais, vas-y. c'est ça. Donc l'entreprise à mission, pour nous, c'était comme une évidence. On a régulé, comme je me plais à le dire. Il faut savoir que c'est très profond chez nous. Hein, notre raison d'être, c'est reconnecter les hommes et les femmes à la nature. Reconnect people to nature. D'accord. Pourquoi on a choisi ça? Parce que Monsieur Yves Rocher lui-même a eu une expérience fondatrice très jeune dans sa vie. C'est quelqu'un qui a une santé fragile déjà. Ses parents lui faisaient l'école à la maison et il a perdu son père à l'âge de 14 ans. Pendant 2 années, pour essayer de retrouver goût à la vie et croire à nouveau à la vie, il a passé 2 années dans la forêt, dans les bois, à côté de l'Agassiz. Alors, il dormait pas dans la forêt, mais il y passait le plus clair de son temps. Et quand bien des années, et c'est ce qui lui a permis de se retrouver, de croire à nouveau effectivement qu'il y avait un espoir possible. Et donc cette expérience fondamentale a été à l'origine de son projet entrepreneurial bien des années plus tard. Il a tout de suite dit, moi je veux créer une entreprise pour servir la nature, pour redonner à la nature ce qu'elle nous a donné. Et donc notre projet, c'est de faire en sorte que les hommes et les femmes soient plus connectés à la nature pour leur donner envie. Alors, ça passe évidemment par des produits de beauté, de bien-être, mais par des expériences de nature pour leur donner envie de la protéger. Voilà. Et ça, pour nous, c'est vraiment l'élément clé. C'est pas en faisant de l'écologie punitive qu'on y arrivera. On est convaincu que le problème majeur aujourd'hui vient du manque dans un monde ultra urbanisé, de plus en plus digitalisé, on le voit bien. Les gens n'ont plus ce rapport physique humain. Il faut réapprendre à toucher la terre, il faut réapprendre à toucher les arbres, à jardiner, à se balader. Et c'est ça qui va faire que, comme une communauté, on sera intéressé à non pas à sauver la planète, puisque la planète nous survivra, mais à nous sauver, nous, au sein de cette planète. Voilà. Donc ça c'est notre combat. Et on a un combat, on a une mission. C'est pour ça qu'on plante 100 millions d'arbres à travers notre fondation. En 8 ans, on a planté 100 millions d'arbres. Il n'y a pas d'équivalent. C'est pour ça qu'on a une Nature Academy aujourd'hui. Si je cite quelques exemples qui sont nés effectivement de l'entreprise à mission, on va former nos 16 000 collaborateurs aux fondamentaux de la nature, de l'écologie, de la RSE, avec des degrés différents, mais jusqu'à l'ouvrier, la conseillère en magasin, depuis le PDG, en faisant, en plus de contenu cognitif, aussi des expériences de nature. On a mis en place, par exemple, une marche de la reconnexion. La marche de la reconnexion que tous nos salariés vont faire dans des lieux de nature, que ce soit une forêt, un parc, etc. C'est un parcours de 4,5 km qui correspond aux 4,5 milliards d'années depuis le Big Bang. Chaque kilomètre, effectivement, correspond à 1 milliard. Hein. Et on vous explique à travers cette marche que là c'est le Big Bang, là c'est le Précambrien, là c'est l'extinction des dinosaures. Et plus on se rapproche de l'ère actuelle, puis on voit que la vie de l'homme, la révolution industrielle, jusqu'à les choses récentes, c'est plus rien du tout. C'est un demi-pas. Et puis à la fin, c'est le fait de mettre son doigt jusqu'à un repère pour dire voilà, depuis l'ère industrielle, on a fait ça, quoi. Et on fait avant 4,5 milliards d'années. Donc, c'est des choses comme ça qui font que on relativise aussi un certain nombre de choses et on embarque un corps social vers une mission. Hein, on a fait aussi un baromètre de la connexion à la nature. Donc, on a énormément d'initiatives qui emmènent nos salariés, qui les associent à cette cause et à cette raison d'être et qui facilitent, bien entendu, le sens, les raisons de croire et l'engagement.
Donc, en fait, que par rapport à la question que je te posais tout à l'heure sur l'ADN, on s'aperçoit que l'histoire de cette entreprise part du rebondissement, pour faire le lien avec le thème d'aujourd'hui, du dirigeant, puisque, comme tu as dit, il s'est reconnecté à la nature, et en fait, aujourd'hui, vous embarquez tout le monde, quoi. Je veux dire, vous les amenez à... C'est ça. Et donc, c'est facile effectivement, relativement facile, de rebondir. J'ai quand même une question, il nous reste 4 minutes, une question sur quand même, parce que tout n'est pas rose, là, on a l'impression que c'est un ciel sans nuages. Il y a quand même quelques difficultés pour le groupe Rocher de rebondir. Quels sont les... Oui, je l'ai dit, sans trahir de grands secrets. Hein. Non, mais je l'ai dit entre les lignes. Effectivement, l'année 2020, on a perdu de l'argent. C'est la première fois de l'histoire du groupe qu'on perd de l'argent. Bon, forcément, comme je l'ai dit, 50% de votre chiffre d'affaires qui en croît pendant plus d'un trimestre, c'est compliqué d'en gagner. En tout cas, avec le niveau de marge que l'on a, hein, encore une fois, qui n'a rien à voir avec l'industrie du luxe, par exemple, sur la cosmétique. C'est dur, il faut se battre. Et donc, le rebond, c'est déjà revenir dans le vert. On peut pas se permettre. Ça fait 2 années que la famille ne se verse aucune dividende. Donc c'est clair que on peut pas continuer comme ça très longtemps. Donc on va revenir dans le vert. On a des objectifs de contrôle des coûts. Voilà. Heureusement, le rebond du business fait plaisir à voir, puisque quand on nous permet d'ouvrir nos magasins, nos clientes sont là, et elles sont présentes. Elles ont envie de consommer du Yves Rocher ou du Petit Bateau ou autre, parce qu'on a des marques extraordinaires et des produits fantastiques. Donc heureusement, on a ça, hein, l'ADN des marques, c'est essentiel. Mais c'est vrai que ce rebond, il est pour nous critique. Hein, il faut qu'on arrive à garder le rythme et en même temps, on sort de cette crise fatigué. On le voit bien, on sort d'une enquête d'engagement là qui a été très très bonne au niveau des résultats. On a 74% de taux d'engagement. Donc autant vous dire, on est dans le top quartile de notre provider de survey. Mais en même temps, on a une vraie fatigue des équipes. Et ça, il va falloir malheureusement continuer à avancer, mettre les bouchées doubles malgré ces traces quand même qui ont été laissées d'une année extrêmement difficile. D'accord. Alors, la dernière question, c'est la même que j'ai posée à Mary tout à l'heure. Donc, ça va être simple. Quels sont les conseils que tu donnerais aux managers qui sont présents dans la salle et puis ceux qui t'écoutent en ligne justement pour permettre à leurs équipes de rebondir. Quelles sont les quelques idées qu'on peut apprendre du groupe Rocher, sachant que évidemment tout le monde n'a pas la chance de travailler dans le groupe Rocher. Donc quels pourraient être les quelques conseils très simples que tu donnerais? Ouais, c'est très simple. C'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire parce que j'ai parlé de fatigue, mais en même temps, je pense qu'il faut nous, on croit beaucoup au fait que le mouvement crée l'adhésion. Donc, on n'a jamais eu autant de projets lancés qu'en ce moment, dans tous les sens, qu'ils soient pour CSR, de la RSE, de l'entreprise à mission, mais aussi de la recherche de synergie, du contrôle des coûts, de la mutualisation, de tout un tas des transformations des métiers, de nos marques, etc. Donc, ça foisonne dans tous les sens. Donc, c'est compliqué à vivre parce que c'est des charges de travail lourdes, mais en même temps, on est convaincu que le mouvement créant l'adhésion, il faut rien qu'on lâche. Donc, je crois à ça, je crois au fait de continuer, d'avoir beaucoup de projets. À un moment, on fera le tri. À un moment, on dira, ce truc-là n'est plus prioritaire. Il faut aussi savoir le faire. Choisir, c'est renoncer. Mais le mouvement crée l'adhésion. Donc ça, c'est mon premier conseil. Et le deuxième, je crois, c'est rester people-oriented. Écouter les gens, écouter ce qu'ils ont à dire, d'où l'importance des études, des enquêtes d'engagement, des enquêtes clients, si je puis dire, clients internes. On le fait beaucoup à travers nos clients, mais il faut aussi le faire en interne.
Donc, prendre le pouls de l'organisation, écouter le corps social et essayer de leur montrer la voie, que le bout du tunnel n'est pas loin, et les faire adhérer, au-delà même de la mission et de l'entreprise à mission, au fait que on va vers de meilleurs jours. Et ça, j'en suis convaincu. Donc, un dernier mot très optimiste. Merci. Tu sais que ce que tu viens de dire sur le people, sur l'importance des people, comme je te l'ai dit lors de la dernière réunion du groupe là, auquel tu participes, Diathéno a sorti le Sens, mais Diathéno, le même éditeur, a sorti 15 jours avant un livre que j'ai réussi à faire venir en France, qui est le livre de Gary Hamel, dont le titre est un peu bizarre puisque c'est Humanocratie. Alors évidemment, tout le monde dit cratie, bureaucratie, sauf que démocratie, c'est ce que j'ai dit dans la préface, c'est le pouvoir donné au peuple. C'est ça. Oui. Eh bien, humanocratie, c'est le pouvoir donné aux gens. Et le livre de Gary Hamel, je l'ai trouvé formidable quand je l'ai lu en fin août l'année dernière. Là, il venait de sortir à Harvard, parce que c'est toute une démarche pour tuer les bureaucraties, justement, tuer les process. Et en France, nous sommes quand même des spécialistes. Donc, je crois qu'on peut apprendre un petit peu, sans copier. Mais, je veux dire, vous avez évidemment, dans votre ADN, vous n'avez pas autant de règles que beaucoup de nos entreprises. En tout cas, merci. Merci pour avoir été à l'heure, avec quelques problèmes de connexion. Bravo! Merci à tous. Merci à vous. Je ne vous vois pas, mais le cœur y est. On aurait aimé partager le déjeuner avec toi, parce qu'on a quand même un vrai déjeuner, là, pas virtuel. Hein. C'est bien. Donc, ça. Et puis à très bientôt. Hein. Je crois qu'on se voit la semaine prochaine, d'ailleurs, sauf erreur. Hein. Merci. Merci à tous. Au revoir.